Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 28 novembre dernier, à l'occasion du 65e anniversaire de la proclamation de la République du Congo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a adressé un message sur l'état de la nation au peuple congolais devant le Parlement réuni en congrès. Cet exercice obéit à l'article 94 de la Constitution du 15 octobre 2015 qui dispose, je cite, « Le président de la République adresse une fois par an un message sur l'état de la nation au Parlement réuni en congrès. Il peut à tout moment adresser des messages à l'une ou l'autre chambre du Parlement. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat. » Fin de citation. Ce message aborde tous les aspects de la vie nationale que nous avons regroupés en 3 centres d'intérêt. Le premier concerne la politique, la vie des institutions et la paix. Le deuxième, l'économie et le social. Enfin, le troisième, la jeunesse, le sport et la culture. Ce numéro de l'heure de vérité s'apaisantit sur le premier triptyque, en l'occurrence la politique, la paix, la vie des institutions. Nous avons pour invité Parfait Iloki, il est membre du bureau politique, membre du secrétariat permanent, porte-parole du Parti congolais du travail. Dr Vivien Romé Manongou, il est enseignant à l'université Mariengouabi, il est coordonnateur du parti Debout pour le Congo. Enfin, Célestin Désiré Nyama, il est docteur en histoire contemporaine, option sociopolitique avec comme thématique les élites intellectuelles congolaises et la vie politique au Congo-Brazzaville de 1946 à 1991. Il est maître assistant à l'université Mariengouabi. Bonsoir, très chers invités, et merci surtout d'avoir répondu à notre invitation. Merci. 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 65 ans après sa proclamation et en dépit de toutes les difficultés et embûches rencontrées, les institutions de la République demeurent stables et fonctionnent normalement. La nation congolaise se structure et se consolide au fil des jours. C'est pour cela que je salue la tenue réussie en août dernier des élections sénatoriales qui se sont déroulées dans la quiétude, les normes et les délais requis. Et j'appelle nos institutions à plus d'efficience. En adressant mes sincères félicitations aux nouveaux élus, j'exhorte le Parlement à plus d'efficacité par la qualité de ses initiatives et des débats. La célébration de la journée de la République, couplée au message sur l'état de la nation, nous offre l'opportunité de tirer les leçons de nos insuffisances, nos contre-performances. C'est également l'occasion de mettre en évidence les progrès accomplis qui sont à la base des avancées réalisées. Le chef de l'État affirme, je cite, « 65 ans après la proclamation de la République du Congo et en dépit de toutes les difficultés et des embûches rencontrées, les institutions de la République fonctionnent normalement. La nation se consolide au fil des jours. » Fin de citation. Denis Sassou Nguesso le dit en saluant la tenue en août dernier des élections sénatoriales qui se sont déroulées dans la quiétude, la norme et les délais requis. Question donc sur ce plateau. Alors, quelle lecture faites-vous de cette affirmation du président de la République, Denis Sassou Nguesso? Docteur Nyama. Merci beaucoup, madame la journaliste. Moi, je crois qu'en écoutant le président de la République qui parle des institutions qui doivent travailler avec plus d'efficience, une République ne peut pas fonctionner sans institutions. Ce sont les institutions qui font la beauté de la démocratie dans un État. Mais lorsqu'il le dit, lorsque nous faisons l'introspection de nos institutions, qui existent, c'est vrai, mais
quel est leur fonctionnement? Lorsque nous regardons les institutions au sein de notre pays, parfois on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je prends le cas de l'Assemblée nationale, je prends le cas du Sénat, je prends le cas de la justice. Lorsque nous regardons, ce sont des institutions qui existent, mais le rendement qu'attend la population, ces rendements sont parfois absents. Et voilà pourquoi le message du président de la République nécessite une introspection. En le disant, il faudrait que ceux qui animent ces institutions sachent que le président de la République, en parlant des institutions, il veut que les institutions puissent s'améliorer. Il faudrait que ces institutions prouvent qu'elles sont avec la population une fois le problème posé. Nous avons le porte-parole du PCT avec nous sur ce plateau. Monsieur Parfait Iloki, votre commentaire? La République a été créée le 28 novembre 1958. Donc il est question déjà de commencer par féliciter le président de la République pour avoir réussi à ressusciter cette fête nationale. Il faut qu'on note d'abord la franchise du président de la République dans ce message. Vous l'avez bien suivi, il fait un peu comme un rapport d'activité annuel du fonctionnement de l'État pendant les 12 mois. Mais en s'appuyant sur son projet de société, ensemble poursuivant la marche, en s'appuyant sur le plan national de développement, en s'appuyant naturellement sur les 12 engagements du gouvernement qui met en œuvre son projet de société. Et je note aussi la tempérance avec laquelle la vérité et la franchise. Vous avez vu que cette fois-ci, le président est allé dans les détails. Peut-être que nous qui sommes du côté de la communication, vous aussi les médias, les hommes politiques comme mon frère Manangou, on n'a pas eu assez de temps, assez de mots pour expliquer un certain nombre de choses. Le gouvernement aussi. Mais le président est allé dans les détails. Nous avons entendu que ça a été trop détaillé. Mais c'est ça la franchise d'un homme d'État. Un homme d'État doit être capable de dire la vérité. Et vous avez vu qu'au tout début, il a un peu comme demandé aux gens d'être patients. Parce qu'il s'agissait de faire le point. Le président a parlé du fonctionnement des institutions. Nous en avons 20. On peut, comme ça, citer pêle-mêle la présidence de la République, le Sénat, l'Assemblée, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, le Conseil consultatif de la jeunesse, des femmes, des personnes vivant avec handicap, tout cela. Vous voyez qu'à ce jour, toutes ces institutions fonctionnent. Mais je veux simplement dire que la démocratie, c'est un exercice qui se mène au quotidien. Nous ne sommes qu'à une petite trentaine d'années. Il y a des grands pays qui sont là depuis longtemps, comme la France, depuis 1789. C'était la révolution. Mais ici, nous sommes encore à une trentaine d'années. Un enfant de 30 ans, il est en train de grandir. Il est en train peut-être même en Afrique de commencer à travailler. La démocratie, c'est un apprentissage au quotidien. Les choses évoluent tant bien que mal avec cette nouvelle constitution qui est en train d'être rodée. La première fois qu'on a toutes ces institutions, une vingtaine. Donc, c'est un exercice difficile avec la crise économique, la crise sanitaire qui est passée par là. Je pense qu'on peut se féliciter de ce que la République marche aujourd'hui avec tous ces maillons essentiels. Petit à petit, on avance. Et ce point très important, les candidats déchus fistules des partis de la majorité présidentielle, du centre, de l'opposition ou indépendants ont reconnu le verdict des urnes. C'est bien de le signaler quand on sait qu'en Afrique, l'issue des urnes est souvent source d'anxiété et de souffrance pour les populations. Et c'est dire que les hommes politiques congolais gagnent en maturité et que la démocratie se consolide progressivement. Je vous laisse commenter là-dessus. Oui, justement, vous savez, la République compte autour d'une cinquantaine de partis politiques, avec peut-être une bonne dizaine très actifs, mais les choses se déroulent bien. Elles se déroulent bien parce que le parti leader sait donner la main, sait tendre la main aux autres. Vous savez qu'aujourd'hui, même au sein du gouvernement, il y a presque toutes les sensibilités. Quand les choses sont organisées avec beaucoup de parcimonie, quand les choses sont organisées avec beaucoup de discussions, parce que vous savez qu'à chaque élection, depuis 2009, il y a toujours eu des dialogues, sinon des concertations. Nous allons peut-être en parler, mais c'est une trouvaille congolaise qui marche jusqu'aujourd'hui et ce n'est que normal que lorsqu'il y a un parti politique, lorsqu'il y a un candidat, fût-il de l'opposition, du centre ou de la majorité qui se sont lésés, eh bien, il y a des institutions
approprié pour les recevoir, pour discuter avec eux. Même à la Cour constitutionnelle, je pense qu'il y a eu parfois des requêtes qui sont arrivées à ce niveau et qui ont été délibérées, parfois en faveur de l'opposition. Vous vous souvenez, nous-mêmes, le Parti congolais du travail, avons perdu toute une candidate à Diatta. Je pense que la démocratie, elle est peut-être chancelante, c'est normal, puisqu'on est en train de l'apprendre, mais elle avance pas mal. Monsieur Manongo. Alors, il faut quand même que je dise un mot sur les institutions. Ça s'est joué beaucoup entre messieurs. Madame, on peut épiloguer longtemps sur les institutions et sur leur impact dans la vie réelle. Le problème, ce n'est pas d'avoir 20 institutions, c'est de savoir que ces institutions-là impactent-elles réellement, effectivement, la vie des Congolais. C'est à ce moment-là que la question se pose. Alors, revenons à la maturité. Est-ce que les hommes politiques congolais sont matures? Bien sûr. Bien sûr qu'ils sont matures. Ce sont des gens qui sont capables de se parler, de discuter des problèmes de l'État. Mais la maturité présumée dont vous alléguez ne doit pas faire oublier aussi la réalité sur le terrain. Quelle est cette réalité-là? La réalité, c'est aussi qu'il y a, d'une certaine façon, un désintérêt des cadres pour la politique. Regardez le nombre de circonscriptions électorales où il y avait un candidat unique. Jamais, c'est inédit dans l'histoire du Congo. C'est inédit dans l'histoire du Congo. Vous avez participé à cette Ah non, mais échéance? je ne parle pas de moi, madame. Heureusement que la politique ne se résume pas qu'à moi. Heureusement. Je essaie de donner une vue globale. Oui, bien sûr que j'étais candidat. Mais ce que je veux dire, c'est que le frère Iloki qui est en face de moi ne me contredirait pas en disant que c'est la première fois qu'il y a eu autant de candidats uniques. Ce n'est sans doute pas la faute du PCT, mais on est obligé de réfléchir, de se demander pourquoi ce désintérêt des Congolais. Le désintérêt pour l'engagement citoyen cause des problèmes pour la politique. Parce que peut-être que les plus valeureux, les plus patriotes, n'osent plus s'engager en politique. Mais il y a des raisons, il faut réfléchir. Vous dites que j'étais candidat, oui, je l'étais, et j'étais jusqu'à la Cour constitutionnelle. C'est ça la magie de la démocratie. Les penseurs disent que la démocratie, c'est le meilleur mode de gouvernance. Je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas trop d'accord. Mais bon, on y est, allons-y. Allons-y pour vous dire que c'est nous qui avons voulu que ce soit ainsi. C'est ça aussi la magie en question. Et donc vous partagez plus ou moins Non, je ne partage pas le point de vue de M. Manangou. On ne demandera pas à un escargot de monter sur un arbre. C'est ça la démocratie. Il y a eu beaucoup de circonscriptions où il y a eu des candidats uniques. C'est-à-dire les gens se sont dit, comme un tel est candidat, je sais qu'il est plus populaire que moi, je ne m'aventure pas. C'est peut-être un fait. Mais l'autre fait, c'est le fait que chacun doit savoir mesurer sa capacité ou son contact avec la population. Parce que la démocratie, c'est la loi du nombre. Dr Niama. Mais moi, je me pose la question. Qui est mûr, qui ne l'est pas? Je prends le cas du PCT. Vous êtes au PCT, moi je suis pas au PCT, moi je ne suis pas dans un parti politique. Hein. Oui. Non, c'est normal, je vous le conseille. Oui. Mais en parlant de la maturité, le président de la République est un président de tous les Congolais, qu'on le veuille ou pas. Il est au-dessus de la mêlée. Moi, aujourd'hui, je vois certains hommes politiques qui, au lieu de faire le travail comme il se doit, mais ils sont là en train de faire plaisir au président de la République. Ça, c'est l'absence de la maturité politique. Un homme politique qui est mûr est celui qui n'est pas dans le verbiage. Et celui qui n'est pas là en train de faire plaisir au président de la République, que le président a dit, comme pense le président de la République, mais le président attend les résultats. Aujourd'hui, si le président de la République faisait semblant aujourd'hui de mourir pendant 5 minutes et qu'il se réveillait, il va constater qu'aujourd'hui le bateau du PCT sera presque vide. Parce que la maturité politique, maturité politique, ce n'est pas faire plaisir à un président de la République, mais c'est démontrer la capacité de ce que l'on est. Je peux vous démontrer, mon cher ami, que dans ce pays, sur la cinquantaine de partis politiques, il n'y a pas un parti politique où il y a plus de démocratie qu'au Parti congolais du travail. Je peux aussi vous affirmer qu'au Parti congolais du travail, au niveau du bureau politique, au niveau du comité central, les débats qui s'y déroulent ne sont pas des débats de bas étage. Mais c'est comme dans d'autres partis politiques. Mais justement, mais je peux vous dire que les gens sont assez mûrs. Les gens ne font pas du panégyrique simplement pour le plaisir du président. Non. Sinon, un secrétaire général allait gagner toutes les batailles au sein du parti. Chez nous, ce n'est pas le cas. C'est un débat qui se fait. Et puis, il y a des délibérations. Nous sommes toujours dans le message. Moi, je vous interdis de dire ça. Madame la journaliste parle de la maturité politique. Que ce soit même à l'opposition, que ce soit même ceux qui sont au pouvoir, donc la majorité. Aujourd'hui, nous avons vu des gens
à qui l'on a retiré le fromage et qui tourne le dos au parti qui est au pouvoir ou à la majorité. Ça nous avons vu. Donc ce n'est pas la maturité politique. Nous allons avancer. Ce n'est pas de la maturité politique. C'est de l'infantilisme politique. S'il vous plaît, on doit avancer. On doit avancer. Nous sommes dans le commentaire du message du président de la République. Le président de la République a souvent évoqué la paix chèrement acquise depuis le 15 octobre 1997, date de la fin de la guerre du 5 juin 1997. Dans l'entretemps, il ne revenait que sommairement sur ce sujet et mettait essentiellement l'accent sur d'autres centres d'intérêt, tournant tous autour du développement. Cependant, et contre toute attente, dans son discours le 28 novembre devant le Parlement réuni en Congrès, de nouveau, le président a martelé sur les questions de la paix en mentionnant même qu'il y veillera personnellement. Nous devons aussi élever notre degré de mobilisation et de vigilance devant les tentatives multiformes de déstabilisation qui guettent notre pays. La paix reste un credo intangible pour le Congo. Nul n'a le droit de la mettre en péril. Et comme à l'accoutumée, j'y veillerai personnellement. Alors dites-nous, chers invités, à quoi rime cette irruption de la paix dans un discours dont l'objectif était de dire simplement comment la nation se porte. Monsieur Manongo. On devrait toujours parler de la paix dans tous les discours. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne fait pas de discours. Donc on devrait toujours parler de paix. Et je ne suis pas celui qui va blâmer le président, qui met en garde ceux qui sont les ennemis de la paix. Et par ailleurs, rappelez-vous qu'il est chargé du fonctionnement régulier des institutions. Et les institutions ne peuvent pas fonctionner régulièrement s'il n'y a pas de paix. La paix est universelle et générale. C'est un discours sur l'état de la nation. Il est normal que le président de la République rappelle que, un, il est le garant de la paix, et de deux, que c'est son boulot, c'est son job de veiller à ce que les Congolais continuent à vivre en paix. D'autant plus qu'il a essayé de tracer des perspectives, et que ces perspectives-là ne sont réalisables que s'il y a une paix. Dr Niama. Le président de la République, dans son discours, a martelé sur le mot paix. Il a raison parce que sans la paix, on n'y peut rien dans ce pays. C'est la paix qui illustre l'avancement de toutes choses. Il faudrait, en parlant de paix, que nous, Congolais, nous puissions aussi aider le président de la République dans ce sens. En le disant, il met en garde les ennemis de la paix. Il enseigne à ceux qui veulent diviser le peuple congolais que ce n'est pas la peine de le faire parce que ce qui est plus important, c'est de vivre ensemble, mais dans l'unité et dans la paix. Mais est-ce que cette paix dont parle le président de la République est acceptée par d'autres personnes? Je crois oui. Celui qui est à Talangaï quitte Talangaï pour aller à Bakongo, celui qui est à Bakongo va à Talangaï. Sans barrière psychologique, la personne va se dire que je suis en paix. Je pense que c'est le cas aujourd'hui, non? C'est le cas aujourd'hui où les gens quittent certaines localités pour aller ailleurs. C'est ce qui constitue la fierté. Mais hier, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui, avec la construction de l'unité nationale, je crois que les gens commencent à s'aimer, commencent à vivre, ce qu'on dit le vivre ensemble aujourd'hui, qui commence à produire ces résultats et ces fruits. Je crois que dans ce sens-là, on pourra aller loin. Mais il faudrait que ça soit de façon durable. On ne veut plus connaître ce que nous avons connu hier. Monsieur Iloki. Dans un pays, il y a les fondamentaux du développement. Beaucoup pensent que les fondamentaux du développement, c'est seulement l'eau, le courant, l'électricité, comme on dit, et le reste. Mais nous pensons que le premier élément fondamental du développement, c'est la paix. La paix, c'est le dénominateur commun qui impulse la stabilité du pays et qui fixe le temps de ce même pays. Vous voyez, en ce qui concerne le président sur la paix, on pourra épiloguer jusqu'au matin. Le président ne veille pas sur la paix seulement dans son vivier naturel qu'est le Congo. Il a été un acteur majeur dans la paix en Afrique,
il a toujours été, il le demeure encore. L'Afrique du Sud, avec Mandela, la Namibie, l'Angola, la Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, au niveau de la crise libyenne. Donc, ce n'est pas seulement la paix du Congo. Mais la paix dont parle le président, non, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. C'est une paix globale, c'est une paix universelle. Aujourd'hui, dans tous les 12 départements du pays, on peut aller et revenir sans problème. Et le président a raison de renchérir là-dessus et de donner les orientations pour que le gouvernement fasse le reste. Parce que c'est tout cela aussi. Le gouvernement doit faire le reste et nous, les partis politiques, nous sommes là pour veiller, pour aiguillonner l'action de nos cadres qui sont placés à ce niveau de responsabilité. C'est ce que nous faisons au quotidien. Denis Sassou Nguesso a aussi fait mention des tentatives de déstabilisation de notre pays par le biais des réseaux sociaux. Il y a pour notre pays, en matière de communication, la nécessité de se placer au diapason des récentes évolutions technologiques. Le passage de l'analogique au numérique permettra au Congo de se hisser au niveau des enjeux et des défis en présence. Les tentatives de déstabilisation de notre pays par le biais des réseaux sociaux doivent nous inciter à mieux nous organiser pour une réponse efficace aux assauts récurrents de la désinformation. Monsieur Monongou, les réseaux sociaux représentent-ils à votre avis une menace pour notre pays? Non. Non. Il faut bien comprendre que le phénomène, ce n'est pas un phénomène isolé, c'est-à-dire que ce n'est pas que le Congo qui est confronté à ça. Le phénomène de fake news, c'est tous les pays du monde qui sont confrontés à ça. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est une menace? Non, parce qu'il y a du bon et du mauvais. Il y a du bon et du mauvais. Je crois qu'on n'aborde pas la question des causes, les causes de la désinformation sur les réseaux sociaux. Il me semble que c'est l'absence de transparence dans la gouvernance publique qui fait le lit des fantasmes et de la désinformation. Si le gouvernement ou la majorité qui est chargée de soutenir le gouvernement, je le rappelle, et je ne sais pas, mon ami Eloki qui dira le contraire, si le gouvernement et la majorité sont transparents, c'est-à-dire qu'ils communiquent de façon quotidienne, chaque fois qu'il y a des questions, quand les Congolais attendent des réponses, vous verrez que même s'il y a des désinformations sur les réseaux, ils auraient déjà entendu une parole officielle. Et de cette façon-là, la désinformation viendra se confronter à la parole officielle. Mais lorsqu'il n'y a pas de parole officielle, que les Congolais commencent à s'imaginer des choses, évidemment que ça fait le terreau de la désinformation. Il suffit qu'il y ait un malin qui jette quelque chose sur les réseaux, tout le monde s'en saisit parce qu'il n'y a pas de parole officielle. Et donc c'est pour ça qu'il faut rendre transparent la gouvernance publique. Ça passe par la communication. Le gouvernement dispose des moyens de communication, que les Congos c'en est un, il y en a d'autres, ils ont des sites et compagnie, qu'ils communiquent, qu'ils disent aux Congolais les choses, qu'ils expliquent les choses. De telle façon, ça sera un bouclier contre la désinformation. Mais les réseaux sociaux, madame, c'est plutôt une chance. Plutôt une chance. Monsieur Nyama, les réseaux sociaux, une menace pour la paix au Congo? L'absence de la communication produit souvent le doute. Moi, je crois que les réseaux sociaux ne constituent pas une menace pour nous. C'est un outil de communication qui permet d'éveiller la conscience de la population. Je prends le cas. Nous avons connu, il n'y a pas très longtemps, ceux qui ont été bastonnés au niveau du viaduc, ceux qui ont été bastonnés. Il fallait la réaction de certaines populations pour arrêter ces derniers, parce que le gouvernement ne voulait pas parler sur ce point-là. Et aujourd'hui, il y a des gens, des populations, qui se disent « Mais pourquoi le gouvernement est dans un mutisme profond quand il y a une situation donnée dans notre pays ?» C'est l'absence de la communication qui demande aux réseaux sociaux, ceux qui manipulent ces outils de communication, de s'exprimer. Ce qui s'est passé, par exemple, au niveau du stade Ornano, la population a réagi à travers les réseaux sociaux.
Et le gouvernement est obligé de prendre la chose en main. Et d'ailleurs, et là, c'est la mauvaise manipulation de ceux qui veulent. Et là, le président épingle spécifiquement la désinformation. Ça existe sur les réseaux sociaux. La désinformation pour déstabiliser le pouvoir, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour désinformer ce qui n'est pas normal. Ça, pour moi, je me dis que dans la presse, hein. je me dis que les gens qui le font, c'est à quel dessein? Et ça, je ne suis pas d'accord. Mais la présence des réseaux sociaux est une aubaine pour la République du Congo. Monsieur Iloki. Oui, justement, la présence des réseaux sociaux est une aubaine pour le pays, pour le monde, parce que c'est une invention révolutionnaire qui est arrivée assez tardivement chez nous. Hein. Bon, nous prenons la balle au bond, nous avons découvert le phénomène, et c'est là où commence le problème. Vous savez, toutes les modes ne sont pas bonnes, surtout lorsqu'elles ne sont pas réglementées, lorsqu'elles ne sont pas encadrées. Le phénomène des réseaux sociaux, c'est bien cela. Et le président a raison de taper dans le mille, de dire et de pointer du doigt pour que son gouvernement s'organise en conséquence. Il y a eu 3 lois qui ont été adoptées, qui ont été promulguées et qui attendent certainement les décrets d'application sur la protection des données à caractère personnel. Il y a déjà, même dans votre propre secteur, la loi sur la liberté de l'information et de la communication de 2001 qu'il faut reviser pour qu'elle soit au diapason. Il n'y a rien sur le numérique. Mais justement pour qu'elle soit au diapason. Donc, le phénomène des réseaux sociaux, c'est un phénomène universel. Les grandes démocraties n'arrivent pas elles-mêmes à contourner, à cerner ce phénomène. Il y a juste quelques mois, vous avez suivi dans les banlieues françaises que le président Macron a dû décider de chercher à fermer les réseaux sociaux dans ces secteurs. Donc ce n'est pas seulement une affaire congolaise. Mais chez nous, c'est passé un peu de l'autre côté de la réalité. C'est devenu un peu sauvage parce que vous savez qu'on a fabriqué tout un coup d'État virtuel dans ce pays. Et les gens y ont cru. Ça, c'est le coup d'État. Mais les agressions individuelles des autorités, des individus, les règlements de compte entre femmes, hommes, ainsi de suite, les diffamations, ça va dans tous les sens. Donc le président a raison de pointer ce phénomène pour que chacun s'organise. Comment chacun va s'organiser? Le procès aussi ça, l'université Marien Gobi, oui, il parle de l'éthique des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, comme un bien social, il est là, d'accord. Mais comment l'utiliser? Il faut réglementer pour que ça soit utilisé, l'éthique des réseaux sociaux. Donc, là, le président nous remet au travail. Vous aussi, madame, puisque nous sommes dans le secteur de la communication, l'éthique des réseaux sociaux, la déontologie de ces réseaux sociaux. Donc, vous savez, quand il n'y a pas la loi, chacun crée sa loi. Et là, les réseaux sociaux sont en train de créer une loi. C'est un phénomène social qui mérite d'être réglementé et à bon escient à tous les niveaux. Il est question que chacun prenne ses responsabilités pour qu'on évite au pays ce genre de cas, coup d'État farfelu ou des insultes à gauche et à droite, et ce n'est pas normal. Ça va dans tous les sens, y compris dans le sens de ceux qui le font. Donc personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Voilà, donc il faut une réglementation vigoureuse. Attention à tomber sur une réglementation qui soit complètement liberticide. Parce que le principe aussi des réseaux sociaux, c'est la liberté. Oui. Évidemment que nous sommes d'accord que là où s'arrête la liberté, c'est là où commence celle des autres. Évidemment. Oui. Mais attention à ce qu'une réglementation dans ce domaine-là ne nous emmène pas dans l'autre extrême. C'est-à-dire qu'on soit dans l'ultra-réglementation, justement, ce qui pourrait... Mais je pense que le gouvernement est conscient qu'il s'agit d'une question transversale. Là, on a besoin des sociologues, on a besoin des universitaires, on a besoin de tout le monde, des psychologues, on a besoin des communicateurs, des stratèges et tout le monde. Justement, monsieur Iloki, nous sommes à l'ère du numérique. Les médias sociaux dont la fiabilité des contenus est mitigée ou laisse à désirer, vous l'avez épinglé, sont devenus incontournables et s'imposent à nous, tout comme l'air que nous respirons dans nos poumons. Oui. Comment, dans ces conditions, légiférer sans porter atteinte à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion et aux autres droits garantis par toutes les déclarations des droits de l'homme? Comment légiférer sans toucher aux droits de l'homme? Il suffit d'intéresser tout le monde. C'est une question transversale. Ce n'est pas une question où un ministre s'enferme dans sa tour d'ivoire, pond un document, il sort, ou un universitaire écrit en 4-10 pages, sort un document. Non, parce que, vous savez, les réseaux sociaux, le dernier avatar n'est pas encore arrivé. Le tout dernier, c'est TikTok.
qui est en train de rivaliser Facebook aujourd'hui. Mais TikTok n'est pas vieux de 3 ans. Donc ça va arriver. Je travaille un peu sur la question. D'ici 1 an, 2 ans, vous aurez d'autres réseaux sociaux encore plus virulents. Parce que ça tient compte de l'évolution de la société, de l'évolution de la science. Donc il faut que chaque pays s'organise. Les réseaux sociaux ne s'apprécient pas de la même manière en Chine, en Inde, à Dubaï, qu'en France, au Congo et en RDC. Ça tient compte du volet social, ça tient compte des observations et surtout des objectifs de tout État. Donc, c'est une question importante qui nécessite beaucoup de réflexion. Mais, par rapport à la même très question, rapidement. sur la même question. Ouais, je crois qu'il y a un modèle qui existe déjà, qui peut servir de base de travail. C'est l'autocensure par les gestionnaires des sites. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des messages qui sont injurieux ou qui sont de nature attentatoire ou diffamatoire, c'est des filtres. C'est des filtres. Voilà. Je crois que ça, c'est quelque chose... justement, c'est ce que je disais, dans la loi sur la protection des données, ça n'existe pas. C'est petit bras. Et ça, on peut justement aller déjà dans ce sens-là. Ça permettrait déjà de limiter. Lorsqu'il y a des informations qui sont fausses, avérées comme fausses, on vous lance un coup d'État. On vous dit un coup d'État. C'est pas difficile de savoir que c'est de l'infox. Et on peut tout de suite le supprimer ou le bloquer pour que ça ne touche pas le plus grand nombre de personnes. Donc la difficulté, c'est que souvent les sites sont hébergés ailleurs. Comment adapter? Et là, il faut qu'il y ait des conventions entre le Congo et éventuellement des hébergeurs. Donc c'est encore une autre affaire. Mais on peut déjà, dans ce sens-là, réfléchir. Aller dans ce sens-là. Nous allons passer à un autre point. La parité nous oblige ce soir à parler de la femme. Le chef de l'État a condamné les violences faites aux femmes sous toutes leurs formes. Pour Denis Sassou Nguesso, l'État tire sa force des rigueurs de la loi. Les dispositions doivent donc être prises pour que la loi portant lutte contre les violences faites aux femmes s'applique en République du Congo. Allusion faite, bien sûr, à la loi Mouebara. Je voudrais également fustiger les violences faites aux femmes. L'État tire sa force des rigueurs de la loi. Les dispositions doivent être prises pour que, sans atermoiement, s'applique la loi portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo. À ce propos, je vois que seules les femmes applaudissent. À ce propos, la bataille de l'opinion à travers des campagnes d'information et de sensibilisation en termes de connaissances, d'attitudes et de pratiques doit être conduite avec dextérité et remportée. Alors, que pensez-vous des fruits déjà portés par cette loi, Dr Nyama? Alors d'abord, je voudrais dire que la femme est l'avenir de l'homme. Il faut le savoir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean Guiton qui le dit, que la femme est l'avenir de l'homme. La femme, il faut la respecter. La femme, il faut la considérer comme soi-même. La femme n'est pas une souillure. La femme n'est pas une poubelle qu'il faut considérer comme une personne qui ne peut rien apporter à la société. Moi, je crois que le débat sur la femme mérite d'être plébiscité au fur et à mesure, et tous les jours d'ailleurs, parce que violenter la femme n'apporte pas un résultat positif à l'homme. Il est mieux de dialoguer avec la femme, il est mieux de la considérer. D'ailleurs, même, je suis parmi ceux qui écrivent sur la femme. Il y a un livre qui va sortir sous peu sur la parité, mais qui concerne les femmes du gouvernement. Parce qu'il y a 22 femmes du gouvernement de 1975 à nos jours. Et elles ne sont que 22 sur 755 ministres. Alors, ça, c'est une autre paire de manches. Le discours du chef de l'État mérite d'être matérialisé. La preuve, nous avons vu à Pointe-Noire votre consoeur journaliste qui avait été battue par son mari à Pointe-Noire. Le mari avait été arrêté, emprisonné, pour que ceux qui ont ce genre de comportement ne puissent pas pratiquer cela. Parce que la femme mérite le respect. La femme, c'est la beauté de l'homme. Parfait, Iloki, les fruits déjà portés par cette loi Mouebara. Le gouvernement a eu le mérite de préparer et de faire adopter cette loi.
il est question que tous les décrets d'application, tous les textes subséquents soient adoptés de sorte que cette loi soit pratiquée. Sinon, pour le reste, au Parti congolais du travail, la devise de l'Organisation des femmes du Congo, c'est « Seule la lutte libère ». Nous félicitons les femmes congolaises qui ont toujours lutté depuis l'indépendance. Parce que nous avons un héritage ancestral qui défavorisait déjà la femme. Depuis les ancêtres, la femme est toujours défavorisée. Et donc, aujourd'hui, bon an, mal an, les choses évoluent positivement. On dirait que chaque année, vous avez quelque chose dans votre giberne. Le gouvernement d'aujourd'hui a 8 femmes, ce qui n'a jamais été le cas depuis la création de notre République. Donc, c'est déjà quelque chose. Mais comme nous sommes à l'heure de vérité, j'ai envie de dire, quand je discute avec mes collègues femmes au secrétariat permanent, je leur dis, mais vous ne faites pas assez le combat. Continuez à lutter, parce que votre lutte va vous libérer. Il faut continuer à lutter. Mais quand vous regardez dans la sphère sociale, les vrais ennemis des femmes, est-ce que c'est vraiment les hommes? Mais est-ce que c'est vraiment les hommes? Je dis que non. Les gens qui agressent plus les femmes, c'est parfois encore même les femmes. Voyez-vous le phénomène social, les enterrements, les veuvages et tout ça. Donc, de deux choses l'une. Vous faites la lutte vis-à-vis des hommes, c'est bien. Nous vous accompagnons dans cette lutte-là. La preuve, au secrétariat permanent, nous avons les fameux 30%. Nous tenons compte, puisque nous sommes en politique, 30% selon la loi. Nous respectons tout cela. Depuis le secrétariat permanent, le bureau politique peut-être arrivé demain à 50%. Mais la loi, pour le moment, fixe juste un pourcentage de 30%. Quand on regarde dans le rétroviseur, madame, vous verrez qu'on est venu de loin. On est venu de loin. Parce qu'effectivement, les femmes sont parfois reléguées à certains rôles. Et aujourd'hui, c'est encore le cas, mais ça évolue tout doucement. Il y a quelques temps, on n'avait jamais eu des postes stratégiques au gouvernement. Bon. Moi, je veux avoir une femme ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Il y a 5 ministres d'État. Ça peut arriver. Il y a 5 ministres d'État, il n'y a pas une femme. Ça va arriver. Les femmes, il y a quelques années, mon cher ami. Il y a quelques postes secondaire. Je suis ministre des Affaires sociales. Il n'y a pas de poste secondaire. Nous allons avancer. Madame, s'il vous plaît, il n'y a pas de poste secondaire au gouvernement. Vous savez combien de gens veulent occuper les postes de ministre. Mais nous voyons dans d'autres pays d'Afrique, les femmes sont ministres. Il y a des femmes qui occupent des postes de ministre des Affaires étrangères, ministre de la Défense, Premier ministre. Mais chez nous, en fait, cette parité, c'est une parité un peu négative. Viviane Manongo, vous avez la parole. Alors, moi, je suis beaucoup moins optimiste que M. Iloki. Je suis un féministe, madame. Et moi, je crois beaucoup aux femmes. Et je suis même convaincu qu'on aurait un pays meilleur si on avait plus de femmes en responsabilité. C'est l'enseignant qui vous parle. J'ai été enseignant du collège jusqu'à l'université. Je peux vous dire que dans tout mon parcours d'enseignant, les femmes ont toujours été les meilleures. Ne tombons pas dans l'illusion vertueuse du droit. C'est-à-dire penser que parce qu'on a adopté une loi que ça va régler le problème de la parité dans notre pays. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est un problème d'abord d'éducation. D'éducation. Savez-vous que dans le Code général des impôts, le chef de famille, c'est toujours l'homme, même quand il est chômeur? Les impôts ne paient l'impôt que celui qui travaille. Mais le chef de la famille, c'est l'homme qui ne paie pas les impôts chômeurs. Et sa femme qui travaille n'est pas chef de famille pour autant. Donc vous voyez ce que disait tout à l'heure Iloki. Les pesanteurs sont au-delà des institutions ou au-delà du droit. C'est dans la société, c'est ancré et ça passe par l'éducation. Regardez chez vous, si vous avez des enfants, un garçon et une fille, vous aurez l'impression que le garçon, même quand il est plus jeune, il a l'impression que c'est lui qui commande. Donc, on peut adopter 40 000 lois. Tant que nous n'allons pas prendre l'affaire au sérieux sur le terrain éducatif, on aura toujours les mêmes difficultés. Les jeunes filles manquent d'ambition, c'est un fait. Et ce n'est pas parce que le président de la République va dire qu'il faut respecter la loi Mobara que les jeunes filles seront beaucoup plus ambitieuses, même lorsqu'elles sont plus brillantes. Même lorsqu'elles sont plus brillantes. Donc il y a tout un logiciel à revoir. Et ce que dit Nyama est vrai. Les femmes sont cantonnées dans des rôles secondaires. Il y a des avancées. La mairesse à Pointe-Noire est une femme. Merci au PCT. Pour cette femme qui est maire. Tu vois que je ne suis pas si... mais madame, on a tellement... Nous sommes un pays de 5 millions de personnes. Croyez-vous qu'il y en a combien de femmes? C'est peut-être, si je veux être juste, je dirais la moitié. Mais je pense qu'elles sont un peu plus nombreuses. Peut-être un peu plus. Peut-être un peu plus. Oui. Alors, regardez la représentativité. Regardez la représentativité. Les 30% ne suffisent
pas, ne suffisent plus. Il faut aller, alors l'État essaie de faire sa part, il faut aller au-delà de ça. Dans les entreprises privées, madame, vous avez des écarts, des salaires qui sont incompréhensifs entre un cadre féminin et un cadre masculin. Et ça, on peut légiférer. On peut légiférer. Donc ne faisons pas petit bras. Il faut, quand on prend des décisions, que ce soit des décisions fortes et qui impactent la société. L'avenir du genre humain, c'est la femme. Et donc, si on veut prendre des mesures, prenons des vraies mesures. La loi Mobra est une avance. C'est un instrument qui, aujourd'hui, fait la fierté du Congo. Parce qu'en plus, je pense que le Congo fait partie des rares pays à avoir adopté, en Afrique, à avoir adopté ce genre. Donc, je crois qu'on a des choses à faire. Et il faudrait que la majorité, parce que c'est eux qui peuvent adopter des lois, il faut le rappeler, qu'ils travaillent à améliorer, à aller plus loin. C'est parce que nous aurons des femmes qui seront au même niveau que les hommes, ou plus que les hommes, que nous aurons un meilleur pays. Pour terminer, le président de la République, en bon chef de famille et conformément à la Constitution du 25 octobre 2015, a parlé chacun sait ce qui lui reste à faire. Les gouvernants, tout comme le peuple. L'honneur donc vous échoit, chers invités, de conclure notre émission. Je vais commencer par Feiloki. Merci Madame Aline. Il faut déjà féliciter le président pour la tempérance et la franchise avec lesquelles il a donné ce message. Le reste, c'est nous, c'est le gouvernement, ce sont ces mêmes institutions, c'est nous, les partis politiques et la société civile. Chacun devrait faire son travail. Je pense que le président a fait le sien, le gouvernement s'attelle à faire le sien aussi. Il est question que chacun travaille. Et nous encourageons ce genre d'initiative parce que la communication, c'est la sève de la société. Il faut que vous continuiez à communiquer afin que chacun vienne verser son idée au débat. Et nous étions heureux de participer à ce débat et nous pensons que prochainement, on pourra revenir sur des questions un peu plus politiques. On pourra en discuter. Voilà. Docteur Nyama, votre conclusion? En parlant des institutions, madame, au cours de notre débat, je l'ai dit, que nous ne voulons pas que les institutions soient verbales. Nous voulons que les institutions soient respectées. Nous voulons que les institutions soient pérennes pour que notre démocratie triomphe, pour que notre politique va de l'avant. Parce que, n'oublions pas, madame, que la politique est un ministère qui secoue l'autre en détresse. Nous voulons que, à travers le message du chef de l'État, que ce message-là soit matérialisé, que les Congolais puissent l'étudier et puissent comprendre que le message du chef de l'État est un bon message, mais nous voulons qu'il fasse plus pour que le Congolais se retrouve. Monsieur Manongo, votre conclusion? J'ai trouvé que le message du président de la République, à bien des égards, dit des choses vraies. C'est par exemple le cas lorsqu'il parle des institutions. Le président n'a pas été content des institutions. Quand il demande le Parlement à plus d'efficacité, ça veut dire que le Parlement est sur le côté inefficace. Lorsque le président rappelle que la justice doit être expurgée des juges, des magistrats corrompus, ça veut dire que le président sait que c'est à cause de la justice que certains nombre de choses ne marchent pas. Et d'ailleurs, il pointe le climat des affaires en pointant le fait qu'il y a des magistrats qui sont corrompus. Donc le président est lucide sur la situation des institutions, qui ne marchent pas à merveille. Et puis il y a la paix. La paix c'est très bien. La paix, oui, en effet, le président a gagné cette bataille. Et je suis d'accord avec Eloki cette fois-ci que la paix n'est pas acquise. Il faut continuer à la préserver. Merci. En tout cas, merci d'être passé sur ce plateau de l'heure de vérité. Merci à la coordination et la supervision du directeur général de la télévision nationale, André Ondélé. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité. À très bientôt sur nos antennes.